Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On lui doit les films Hochelaga, Histoire de peine et le tout dernier sorti en 2011, Bum Rush. Mesdames et messieurs, réalisateur, producteur, scénariste, il y a tous les titres. Michel Jeté. Michel Jeté, bonsoir. Salut. Très heureux de t'avoir en entrevue, Michel. Ça fait longtemps qu'on essaie de se programmer. À ce moment-là, vous aviez 2 films de sortie. Quand on a commencé à en parler, on en a un 3e. Le bébé vient de naître. On va en parler aussi. Michel Jeté, Hochelaga. Un film sur le monde des motards. Histoire de peine. Un film du milieu carcéral, le dur milieu carcéral. Bum Rush, celui des gangs de rue. 3 films durs. 3 films qui nous tiennent à l'écran. On ne veut pas perdre une seconde. Dans la vie, êtes-vous un dur, Michel Jeté? Je sais pas, il faudrait demander à ma blonde. Il faudrait y demander ça. Ouais. Non, je suis pas un dur dans le sens où je suis un gars qui aime bien... c'est des univers qui me fascinent. C'est aussi des univers qui, quelque part, j'ai habité un peu ces univers-là à travers des gens que j'ai connus aussi. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, j'avais comme 2 groupes d'amis. Là. Mettons, si on remonte assez loin, là, j'avais des bols à l'école, là, ceux qui... Entre autres, c'est avec eux autres, à l'âge de 14 ans, que j'ai commencé à faire des films. Puis aussi, quand je revenais à la maison le soir, j'avais ma gang de délinquants, c'est-à-dire des gars qui avaient lâché l'école même au primaire quasiment. Là, des gars qui avaient vraiment peu de scolarité, des travailleurs, des délinquants aussi. Certains étaient délinquants vraiment. Puis on s'amusait, je veux dire. Et j'ai toujours habité ces 2 univers-là d'une certaine façon. Puis j'avais bien du fun avec ma gang le soir. Michel, je n'ai jamais été un motard. Je n'ai jamais été en prison. Je n'ai jamais fréquenté les gangs de rue. Comment Michel Jeté fait pour être si près de la réalité? Et je m'explique en disant ça, c'est que je me prends comme un commun des mortels qui adore Michel Jeté, qui adore ses films à Michel Jeté. Comment, parce que je sais que c'est très près de la réalité, comment Michel Jeté fait pour Hochelaga être si près de la réalité? Histoire de peine, être si près de la réalité. Et le dernier, Bum Rush. Comment vous faites, Michel Jeté, pour être aussi près de la réalité? Bien, je pense que la première chose, c'est que je m'intéresse vraiment à ces gars-là, à ces filles-là, qui sont dans ces univers-là. Je les approche parce que plusieurs sont le résultat de recherche, sont des résultats de connaissances aussi. Puis je les approche, il n'y a aucun préjugé. J'essaie pas d'en faire plus non plus. J'essaie pas de surexploiter cet univers-là. Vous n'allez pas dans la fiction, autrement dit. Vous allez dans la réalité. Oui, ben en fait, c'est une fiction dans le sens que c'est des histoires inventées, mais sont toutes inspirées de faits réels. Alors, fait que quand je m'approche de ces univers-là, quand je m'approche de ces gens-là, ben je suis vraiment intéressé à eux. Ils sentent aussi, il y a comme une confiance qui s'établit, il y a des liens qui s'établissent. Je leur parle sans préjugés, je les questionne sans préjugés, et ça les permet, eux, de s'ouvrir, parce qu'en fait, ce que je cherche à travers ça, bien sûr, c'est de comprendre, mais aussi de rentrer en contact assez intime avec cet univers-là, encore une fois, avec ces gens-là, tu sais. Et comme pour Hochelaga, bien, en fait, ce qui a inspiré Hochelaga à l'époque, c'est... j'étais entraîneur dans un centre d'entraînement, un Nautilus à l'époque, et j'avais des copains qui s'entraînaient, puis il y avait un gars qui était là, qui était vraiment, lui, impliqué dans le milieu, dans les hautes sphères du milieu interlope, là. Oui. Et le gars m'avait offert une job comme doorman dans un club de danseuses. Parce qu'on s'entendait bien, puis tout ça. Et j'avoue qu'à ce moment-là, il y a eu comme une hésitation. Il y a eu comme... c'est des univers fascinants. Hein, ça a un pouvoir d'attraction pour les jeunes. Moi, j'étais en 20 ans à ce moment-là. Là. Puis ça a un pouvoir très, très, très puissant. Et j'ai jamais donné la réponse. J'ai jamais dit oui, j'ai jamais dit non. Puis le gars, finalement, il a compris que c'était pas ma place. T'sais, et que... C'est ça qui a inspiré, en fait, l'histoire d'Hochelaga et du jeune Marc qui se fait assassiner. Exactement. Quand j'avais pris une note ici, Michel, infiltration du milieu, non.
Ou bien non? Non, on peut juste pas à jaser avec les gens. Parce que quand on regarde Histoire de peine, okay? Histoire de peine, moi, il m'a vraiment frappé, là, ce film-là. Puis c'est pas parce que Emmanuel Auger est assis en avant de nous autres, ou presque, je vais lui rendre hommage aussi tantôt. Mais ça m'a vraiment frappé. Et ne pas avoir été déjà en prison, vous avez dû aller chercher des renseignements parce que on est tellement près de la vérité parce que c'est le domaine carcéral, c'est le milieu, c'est dur, c'est la loi du plus fort à ce moment-là. Alors, pour vivre et survivre, il faut faire ce que vos principaux acteurs ont fait dans le film. C'est pour ça que j'ai un peu de misère à essayer de comprendre comment vous allez chercher vos renseignements. Si vous ne voulez pas le dire, OK. Mais non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. En fait, c'est parce que vous êtes tellement prêt. Ouais. Histoire de peine, ça a été co-scénarisé avec Léo Lévesque. Et c'était inspiré des contes de Léo Lévesque, et particulièrement à l'époque, le conte qui s'appelle Le Chant d'Amaryllis. Pardon. Et ça a été structuré à partir de ça. Donc, comment ça a commencé? Encore une fois, je suis à travers Paul Dion. Paul Dion m'a présenté Léo Lévesque. Et j'ai rencontré Léo. À ce moment-là, il était en prison. Et j'allais le rencontrer régulièrement, à peu près à tous les semaines ou 2 semaines. Et à ce moment-là, on a comme commencé à construire une relation. Je me suis, avant de commencer à travailler avec un gars, tu fais juste t'assurer. Oui. Surtout s'il est en prison, là, tu veux voir à qui tu as affaire. Et la relation avec Léo est extraordinaire. C'est un collaborateur magnifique, un grand écrivain carcéral. Et on a construit à ce moment-là l'histoire de peine à partir de ses contes. Et Léo, il est rentré au début de la vingtaine, en 1968, puis il a passé 20 ans en dedans, in and out. Alors, ça a donné, on a tissé notre histoire à partir du vécu carcéral de cette époque-là. Là, on va revenir au film Hochelaga. On dit dans ce monde où mort et violence sont omniprésents, il y a beaucoup de scènes de violence dans le film Hochelaga. D'ailleurs, dans tous vos films, il y a beaucoup de films de violence. Puis c'est tellement bien fait, mais ce sont des films où la mort et la violence se côtoient. Absolument. En fait, l'approche au niveau de la violence a toujours été pour moi une... Quand tu parles de ce type de sujet-là, t'en parles ou t'en parles pas. T'sais. Puis si tu es pour en parler, mais parle-en comme il faut. T'sais. La violence fait partie de ces univers-là. Voilà. Malheureusement, des fois, peut-être que la violence a été un peu tabou dans notre cinéma. C'est une chose qu'on voulait pas trop aborder pour des raisons X, Y, Z. Des fois, par peur d'une certaine américanisation, alors que qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, je veux dire, on a des univers violents ici. T'sais. Alors donc, cette violence-là, dans les films, s'exprime non pas juste en tant que violence, mais aussi sur le résultat de comportement, c'est le résultat d'un vécu aussi. On ne devient pas violent gratuitement aussi dans la vie. Il y a des choses qui se développent à l'intérieur de nous. Alors, l'exploration de la violence d'un film, en fait, c'est l'exploration de ces personnages-là, de ces individus-là et de ces vies souvent brisées. T'sais. Alors, et c'est pour ça que je me refuse tout le temps de surexploiter la violence, de la rendre plus spectaculaire. Parce que c'est déjà spectaculaire, un acte violent, c'est déjà spectaculaire. Comme elle doit être faite. Exact. Dans la réalité. C'est souvent explosif, très. Les scènes ne durent jamais très, 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 très longtemps. Une bataille est une bataille. Même dans Bum Rush, il y a des scènes de bagarre qu'on a chorégraphiées. Il y en a eu dans Histoire de peine aussi, un peu plus longues, mais c'était tout le temps étudié en rapport avec ce qui se passe dans la réalité. Parce qu'on parlait qu'il y avait beaucoup de scènes de bagarre, puis de tout ça, mais comment vous les montez, ces scènes-là, en ce sens que il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas blesser un acteur non plus. Absolument. Comment? Parce que si un coup de poing manqué, puis il frappe pour le vrai, ça peut retarder le tournage peut-être de quelques jours. Alors, les acteurs sont habitués. Comment vous leur enseignez? Si ouais. En fait, il y a toujours des chorégraphes expérimentés. Sur Histoire de peine, il y avait Dino Clavet qui nous a beaucoup aidé. Dans Bum Rush, c'est Jeffrey Lamirande, qui est un ancien militaire, un gars spécialisé en sécurité, un formateur. C'est un gars qui forme énormément des Armen à Montréal. Alors, mais aussi, il y a une chose, c'est que j'ai souvent les comédiens dans lesquels que j'implique dans des bagarres sévères dans mes films, j'ai souvent choisi des gens qui étaient capables aussi de répondre à ça, et au niveau de la qualité du combat, mais et aussi au niveau de la possible
accident, tu sais, c'est-à-dire si tu manges un coup de poing sur la gueule puis tu décides de te quitter le plateau parce que tu as mangé un coup de poing sur la gueule, ben ça marche pas, tu sais, je veux dire. Fait que les gars étaient habitués à ces choses-là, étaient des gars aussi qui avaient des capacités au niveau des chorégraphies et les gars avaient bien du fun à faire ça, même si des fois ils ont mangé des coups de poing sur la gueule. Il y a des gros noms dans vos films de Michel Jeté. Vous parlez juste, entre autres, Jean-Nicolas Véraud, Michel Charette, Dino Clavet, qui était avec vous, Paul Dion dans les 3 films, Emmanuel Auger dans les 2 derniers, Patrick Peuvillon, qui est décédé pas tellement longtemps, je pense, après Histoire de... En fait, Histoire de peine. Hochelaga. Hochelaga, OK. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Patrick, pendant qu'il tournait Hochelaga, il ne nous l'avait pas dit, mais il était déjà atteint du cancer. C'est ça. Et quelques mois plus... En fait, j'imagine 4 ou 6 mois plus tard, pendant qu'on était en train de terminer le film, Patrick s'est retrouvé à l'hôpital. Puis là, nous, on a été lui présenter le film qui n'était pas terminé encore à ce moment-là, mais on lui a présenté un premier montage du film. Et Patrick, il avait une dignité extraordinaire. En fait, Patrick a refusé tout traitement. Une semaine après qu'on lui ait montré le film, il est parti. Tu sais. Mais il avait beaucoup... il avait adoré le film. Son rôle... Sa prestation dans son personnage de Fraîchier est extraordinaire. C'est un personnage marquant. Et c'est lui qui a donné le surnom à Louise, la productrice. Il l'a appelée ma douce en cuir parce qu'elle avait souvent un côte de cuir à ce moment-là. C'était un poète quelque part, cet homme-là. Des films qui ont gagné des prix, qui ont été mis en nomination. Juste, on va en parler juste très brièvement, Michel. Dans les récompenses 2000, prix Jutra du meilleur acteur de soutien à David Boutin. Il y a eu aussi en 2000 Grand Prix des Amériques au Festival des films du monde de Montréal à Michel Jeté. Prix Génie de la meilleure réalisation Michel Jeté. Prix Génie du meilleur montage image Michel Jeté et Louise Sabourin, parce qu'on va en parler aussi de Louise qui a un rôle vraiment extraordinaire à jouer. Prix Génie du meilleur film, prix Génie de la meilleure musique originale à Gilles Grégoire, prix Génie du meilleur scénario Michel Jeté, etc. C'était des nominations. Oui, c'est ça, c'était des nominations. Fait que déjà, pour Michel Jeté et son équipe, parce que c'est quand même une équipe, Michel Jeté, là. Quand on a une récompense comme ça, des récompenses, des nominations, c'est un gros merci. Ça veut dire que les gens ont aimé. Oui, c'est toujours... En fait, on fait jamais les films pour des trophées ou des médailles. T'sais. On fait des films parce qu'on a l'urgence de les faire. Il est évident qu'après ça, si ils sont récompensés, bien, tant mieux. J'avoue que des fois, j'ai certains malaises face à certaines compétitions, je devrais dire. Je le disais au Festival des films du monde, je veux dire, être en compétition avec d'autres films, je trouve ça toujours un peu étrange. Pour moi, un festival, je le prends vraiment au pied de la lettre, c'est une célébration du cinéma. Qu'il y ait des gagnants ou pas nécessairement des perdants, mais ça m'a toujours rendu un peu mal à l'aise, en fait. C'est un peu comme j'avais une conversation, même au niveau des Olympiques, tout ce qui exige un juge pour pouvoir remettre un prix me rend un petit peu mal à l'aise. J'aime autant... une bonne course où celui qui gagne, il gagne, c'est clair. Là, t'sais. Alors, mais en fait, un film dans un festival, au pied de la lettre, à la base, c'est une célébration du cinéma. Histoire de peine, le milieu carcéral, c'est un milieu, on le sait, c'est un milieu qui est dur, c'est un milieu qui ne pardonne pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est la dure école du crime? La prison, là? Oui, c'est évident. Je veux dire, à partir du moment que tu mets des gars qui ont développé une expertise dans un type de criminalité, puis tu les mets ensemble, bien, il y a des bonnes chances qu'il va y avoir partage des connaissances, tu sais. Oui, il y a aussi des liens qui se créent, mais d'un autre côté, y a-t-il une autre solution? Ça, je ne sais pas. Là, c'est évident qu'on le dit, puis on en parle tout le temps, puis souvent, c'est malheureusement par les gouvernements perçu comme quelque chose de plus secondaire, mais la prévention, c'est le fondement de tout ça. Je veux dire, attendons pas que nos jeunes en arrachent assez pour pouvoir, puis qu'ils dévient vers des univers dans ce type-là. La prévention, c'est fondamental. Il faut s'occuper de nos jeunes. Le film Histoire de peine a été tourné à quel endroit, Michel? Au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. OK. À Laval.
Dans ce film-là, on retrouve à nouveau Paul Dion, David Boutin, puis il y en a plusieurs autres aussi. Dominique Darceuil. Oui, oui, ben exactement. Est-ce que ça veut dire, Michel Jeté, que quand, là je ne veux pas minimiser rien, là, mais quand vous aimez un acteur vous rend bien le rôle que vous lui donnez, vous êtes porté à toujours aller le chercher pour un autre film. Oui, ça devient comme une espèce de grande famille. Hein? Je veux dire, ces gars-là, ces filles-là deviennent un peu comme une part de nous autres. Particulièrement quand les gars réussissent à rendre des rôles quand même relativement complexes. Il est évident qu'il y a un attachement. Je peux pas dire que tu peux garantir que tu vas toujours engager les comédiens, qu'il va toujours y avoir un rôle, parce qu'on sait que ce qui prédomine, c'est les contraintes de l'histoire, oui, avant tout. Mais il est évident que des gars comme Emmanuel Auger, Paul Dion, ça fait partie, si on peut dire, d'un noyau dur. C'est des gars même Michel Péloquin, qui joue le rôle dans Hochelaga, le rôle de la mère, puis le rôle de la gardienne de prison aussi, qui est là dans tous mes films. Même elle a fait mon premier court-métrage à l'université. Et c'est des gens qui sont capables de rendre des rôles d'une grande complexité avec un talent extraordinaire. Là. Michel, on ne peut pas parler avec Michel Jeté, parler de ses films, sans parler de Louise Sabourin. Louise Sabourin, elle est de vos 3 films. Je pense que j'avais pris une note ici. Aide précieuse, bonne conseillère, indispensable. Elle est là. Et vous en avez besoin. Parlez-nous de Louise Sabourin. Bien, sans Louise, les films n'auraient pas vu le jour. Je veux dire, je porte le titre de producteur, mais la vraie productrice, c'est elle. Là, je veux dire, c'est toute l'expertise. Mais Louise aussi, elle a une expertise extraordinaire à tous les niveaux de la production, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau même sur le terrain. Elle maîtrise des univers comme le montage. Elle maîtrise la majorité des métiers sur le terrain qui ont rapport avec toute la logistique, direction de production, tout. Sur Bum Rush, si Louise m'avait dit, bon, ben moi, je mets la clé, je m'en vais, là, ben il n'aura pas eu de Bum Rush. Je veux dire, elle a fait un travail monumental, colossal, parce qu'on était une équipe tellement réduite, qu'elle a porté tellement de chapeaux sur cette affaire-là que fallu que je l'emmène 2 semaines à République dominicaine pour récupérer. Fait que de même, quand j'avais dit indispensable, le mot est là. Oui. C'est plus qu'indispensable, c'est fondamental. Elle est fondamentale. Michel, on va arriver avec votre dernier film qui vient tout juste de sortir au WAPEN, Bum Rush. Un autre film dur, vraiment dur. Ce sont les gangs de rue. On sait que c'est la réalité, c'est la vérité. La signification du mot Bum Rush. Bum Rush, ça signifie, c'est un groupe d'individus, en fait, c'est un regroupement d'individus, normalement des criminels, où il y a 2 niveaux. On va parler du niveau dur, là, pour commencer. C'est un regroupement d'individus qui vont rentrer en collision, si on peut dire, avec les lignes de portier dans un bar, dans le but de les défoncer et investir le bar. C'est-à-dire, c'est comme une invasion, OK? Malheureusement, on rentre en gang. On rentre en gang, on défonce les lignes de portier et malheureusement, souvent, ça a 2 raisons. Une raison, c'est soit pour aller faire un règlement de compte, ou bien soit pour vraiment intimider le propriétaire dans le but de prendre le contrôle du bar. Bien sûr, il y a des bum rush plus mineurs qu'on retrouve souvent dans des shows rock ou hip-hop, où une gang de jeunes se mettent ensemble, une trentaine de jeunes, puis là, ils défoncent les lignes, puis là, une couple espère de pouvoir s'infiltrer dans la salle, puis pouvoir aller voir le show gratis pendant que ces chums se font ramasser puis se font sortir. Ça, c'est des bum rush plus mineurs, mais je peux vous garantir que quand un doorman crie Bum Rush, en fait, c'est quelque chose qui a vraiment pas le goût d'entendre. Ça peut être très grave parce que souvent, malheureusement, il y a des armes impliquées là-dedans souvent. Fait qu'on peut avoir jusqu'à des meurtres qui peuvent... c'est souvent couteau, revolver, tout ce qu'on veut. Combien ça a pris de temps, Michel, à tourner Bum Rush? 35 jours de tournage. 35 jours? Oui. Okay. C'est une petite
équipe pour une grosse gang, comme on dit ça, vous l'avez dit ça dans votre film. C'est vrai que c'est une petite équipe, mais elle en fait de l'ouvrage. Ah oui, oui. Mais encore une fois, tu sais, je reviens avec Louise. D'une part, Louise, elle a su donner à cette équipe-là un air d'aller et son expertise a fait que c'est une équipe aussi qui avait beaucoup de gens qui étaient peu expérimentés. Alors, elle a pu encadrer ces gens-là et faire un petit miracle parce que, je veux dire, écoute, le Bum Rush, c'est des bing bang, c'est des chorégraphies. Il y a une dizaine de chorégraphies de combat. Il y a 50 quelques effets numériques à l'intérieur de ça. Sur le plateau, il y a des scènes où on est des fois quasiment 100 sur le plateau ça prend une coordination, ça prend une logistique, ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Et aussi, bien sûr, il y a eu la générosité extraordinaire et exemplaire des comédiens aussi, je veux dire, qui ont embarqué dans le film. C'est des gens qui ont tellement donné, eux autres aussi, à ce que le film réussisse, que tu sais, Louise puis moi, on leur lève notre chapeau, là, tu sais. Tantôt, on parlait de Patrick Pubillon, qui est décédé presque après le film, après avoir tourné le film. Un autre décès qui a touché tout le groupe, j'en suis persuadé. Si je parle de Paul Frappier, à peu près personne ne sait c'est qui. Mais quand on parle de Bad News Brown, là, on sait c'est qui. Moi, j'ai adoré ce gars-là. Je ne le connaissais pas. Mais quand vous le mettez en vedette dans le film, et on vient de perdre un grand bonhomme, là, il faut le dire. Comment vous avez pris ça? Surtout de la manière que c'est arrivé. Ce n'est pas une maladie comme Patrick. Là. C'est arrivé cruellement. Oui. Ben, Bad News Brown a été assassiné dans l'ouest de la ville, à Montréal. Et ça a été c'est un meurtre d'une grande violence. Ça nous a vraiment bouleversés. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. Bad News n'était pas impliqué dans les gangs de rue. Bad News avait énormément d'amis. Il n'y avait pas d'ennemis à notre connaissance. C'est un gars qui a aidé énormément de musiciens dans l'univers du hip-hop, du urbain. Et sur le film, ça a été un collaborateur vraiment majeur parce que c'est lui qui a contribué à la majorité du casting de tout ce qui est gang de rue et des Haïtiens et des Jamaïcains. Il a amené, sans faire de jeu de mots, là, une couleur magnifique au film. Et surtout, moi, je l'ai dit à Bagno, j'ai dit, je veux que ça soit vraiment un blueprint de la réalité montréalaise en 2010-2011. Je veux que les gars, qu'on casse des gars qui ont déjà rentré en contact avec cet univers-là, l'univers des gangs de rue, ou qui en connaissent, et au niveau vestimentaire, au niveau comportement, au niveau des expressions et tout ça, on a travaillé très fort ensemble et Bad News a été vraiment à l'origine de tout cette richesse-là dans le film. Comment on fait pour aller chercher autant de personnes? Parce que là, on parle de gang de rue. Donc, gang de rue, ça implique beaucoup de jeunes, beaucoup de Noirs. Comment on fait pour aller les chercher et leur dire, on fait un film sur les gangs de rue, êtes-vous intéressés à venir comme acteurs? Parce que ce sont quand même des acteurs, même si ce sont des rôles de second plan, mais ça reste que ce sont quand même des acteurs. Comment on fait pour aller chercher tout Oui, mais en fait, c'est ce qui est étrange, c'est que beaucoup d'entre eux sont considérés, comme on dit, des non-acteurs. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui étaient soit dans l'UDA ou qui avaient leur crédit à l'ACTRA ou des choses comme ça. C'était des gars c'était des gars de scène, avant tout, des musiciens. Et la manière qu'on a travaillé, c'est que je me suis mis à faire des ateliers. Et en faisant ces ateliers-là, j'ai ciblé des gars qui avaient un beau potentiel de comédiens à l'intérieur de ça. Et encadré avec des comédiens professionnels, des comédiens d'expérience, les résultats ont été extraordinaires. Je veux dire, les gars étaient d'un naturel. En fait, quand j'ai fait les ateliers, je suis tombé sur le cul. Là. Il y a une couple là, qui m'ont complètement renversé. Oui, là, parce qu'il y avait vraiment dans ça qu'on peut considérer comme de bons acteurs. Oui, dans ça. absolument. Parlez-moi d'un film
non financé où les acteurs sont des investisseurs. Ça, c'est tout nouveau. Ouais. Ce film-là est ça. En fait, Louise a développé un modèle parce que Bum Rush est un film indépendant et le modèle était basé sur le fait que chaque comédien, les comédiens techniciens, peu importe, tout le monde qui travaillait, leur cachet est évalué d'après le cachet qui est en cours actuellement dans l'industrie au niveau syndical. Et ce cachet-là était transformé en pourcentage. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tous les revenus du film, box-office, vente à l'international, peu importe, name it, les gens pouvaient toucher une part de ces revenus-là en rapport avec leur pourcentage une fois que les dépenses du film étaient remboursées. Louise a travaillé fort sur ça. C'est un modèle viable. Et les acteurs ont accepté. Les acteurs ont accepté, ils ont pris le risque avec nous autres. C'est devenu justement comme une genre de grosse coopérative ensemble. Bum Rush est une grosse coopérative. Le temps passe très vite, Michel. Oui. Je ne veux pas rien dévoiler, absolument rien. Mais on va aller juste un petit peu, là. Je vais vous demander, à la fin du film, on ne dévoile pas ce qui se passe, c'est sûr, mais il y a une question d'incinération puis une question d'une boîte. Qui a pensé ça? Parce que ce sont des scènes qui sont dures, il faut le dire, qui sont dures. Et puis quand j'ai eu fini, quand ce passage-là a été terminé, j'ai regardé mon épouse puis j'ai dit « c'est du Michel Jeté ». C'est parce qu'il y a des univers où quand on les traite, on n'a pas le choix de traiter de certains sujets. Donc le sujet des enlèvements et surtout d'élimination physique des corps dans certains, particulièrement chez les Italiens, j'avais pas le choix de le traiter. Bien sûr, ces scènes-là sont dures a priori, mais sont traitées aussi avec un certain humour noir. Okay. Parce que le film aussi, il faut dire que le film est ponctué, Bum Rush est ponctué d'humour noir et c'est un peu une satire sociale aussi. Mais et donc quand ça a été le temps de créer ces scènes-là, bien sûr, il fallait que je trouve une façon de les traiter et vous l'avez trouvé. Et je l'ai trouvé. À quand le prochain film de Michel Jeté? Bien là, on travaille dessus. En fait, on travaille sur plusieurs projets. On a plusieurs projets actuellement en marche. J'ai pas de date de tournage, mais on aimerait ça peut-être être en action l'année prochaine. Un film d'amour? Oui, il y a toujours beaucoup. On aime bien faire des films. Exactement. Parce que, il me semble que suite à tout ça, j'aurais de la misère à pouvoir faire un film d'amour. Mais si jamais vous en faites un, envoyez-moi-le. Ça va faire plaisir. Michel Jeté, merci infiniment. Ce fut un plaisir que de vous recevoir à cette émission aussi. Je vous souhaite tout le succès possible. Puis très vite, un autre film, Michel Jeté. Bien, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, ne manquez pas les deux principaux acteurs dans les films de Michel Jeté, qui sont Emmanuel Auger et Paul Dion. Alors, bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Au revoir.